Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode Constellation éphéméride. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la constellation de la Balance, constellation très connue au niveau de son nom, bien évidemment, puisqu'elle fait partie des constellations du zodiaque, mais une constellation finalement peu connue du point de vue astronomique, dans le sens où elle ne possède pas d'étoiles extrêmement brillantes et elle ne possède pas d'objets du ciel profond très brillants, quoique j'ai pu y trouver quelques belles surprises, à savoir un bel amas globulaire qui pourra être observable à partir d'un télescope, on va dire en gros de 200 mm de diamètre, des galaxies beaucoup plus difficiles à observer, on est aux alentours des magnitudes 12, par contre qui vont pouvoir être photographiées, certaines offrant des beaux détails, des belles formes un petit peu originales, et je pense que ça peut être sympa de pouvoir sortir un peu des sentiers battus. Je pense que quand on a pris un petit peu d'expérience à photographier déjà certains objets de métier, en réalité on s'aperçoit que ces objets-là peuvent toujours tout à fait être photographiés avec les différents setups, une 80ED, un 150-750 ou un 200 sur monture donc équatoriale, motorisée si possible avec de l'autoguidage. Je vous propose ensuite de poursuivre avec la partie éphéméride pour la période du 11 au 18 juin 2021. Il y a quelques petits trucs intéressants, mais aussi surtout le retour des nuages noctulescents. C'est un spectacle assez fascinant, observable à l'œil nu et sans danger. C'est quand même quelque chose d'assez sympa, donc je vous explique tout ça dans la deuxième partie, qui elle bien évidemment n'est que temporaire. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Pour commencer cet épisode de découverte de la constellation de la Balance, je vous propose à nouveau un petit exercice de panorama 360 et vous avez reconnu la constellation de la Grande Ourse. C'est un panorama que j'avais fait qui se trouve dans l'épisode Les constellations du printemps. Et donc vous pouvez repartir donc de cette queue de la Grande Ourse. Alors les formes sont un tout petit peu déformées au zénith, c'était un de mes premiers panoramas. Et en fait, en suivant, on arrive à tomber sur Arcturus de la constellation du Bouvier et de continuer à descendre sur Spica de la constellation de la Vierge. Et à droite, vous pouvez voir la constellation du Lion. Donc vous reconnaissez le triangle du printemps. Et c'est en repartant finalement vers la gauche que nous allons trouver la constellation de la Balance. Et pour ça, il va falloir travailler un petit peu pour élimination. En fait, reconnaître la constellation de la Vierge et ses, entre guillemets, ses jambes. Et la constellation en fait de la Balance se trouve ici, sous la forme de ce triangle. Ici, vous pouvez voir le début de la constellation du Scorpion. La constellation de la Balance se trouve ici. Alors bien évidemment, l'exercice de repérage dans cette configuration est assez difficile. Maintenant, si nous prenons une application comme Sky Safari, eh bien vous allez retrouver cette forme et vous allez voir que c'est un petit peu plus facile. Mais surtout, le repérage vraiment se fait à partir donc de la constellation du Scorpion qui se trouve à gauche de la constellation de la Balance, et là ça devient beaucoup plus évident. Donc cette constellation de la Balance ne contient pas vraiment d'étoiles extrêmement lumineuses, mais par contre on y découvrira quand même quelques objets intéressants. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur le site theskylive.com et je vous mets les liens dans la description, et vous allez y trouver finalement un atlas de toutes les constellations qui va vous permettre de pouvoir préparer vos soirées d'observation et d'astrophotographie. Vous y trouverez une petite carte sommaire de la constellation. Alors il n'y a pas toujours les mêmes types de traits, mais c'est bien la même. On reconnaît la constellation du Scorpion à gauche et puis les pieds de la Vierge à droite. Vous allez pouvoir ensuite y trouver une liste d'étoiles brillantes et surtout une liste d'objets du ciel profond triés par ordre donc décroissant de luminosité. Donc les premiers sont bien évidemment les plus lumineux et on va commencer par un amas globulaire de magnitude 8. C'est déjà pas très lumineux, mais néanmoins on va pouvoir faire quand même quelque chose. Donc il s'agit de NGC 5897, et sur une application comme Sky Safari, eh bien, les amas globulaires apparaissent sous la forme d'un rond avec donc une croix, et donc on retrouve assez aisément cet amas globulaire. Alors il n'est pas forcément très facile à identifier comme ça. Comment vous allez pouvoir le trouver? Peut-être à partir de cette étoile-là, et de revenir un petit peu en haut à gauche. Ça peut être une possibilité. Alors je peux vous afficher ce que donnerait un oculaire de 40 mm sur un télescope de 1800 de focale. Donc globalement, ça va être un oculaire de faible grossissement pour à peu près tous les instruments.
Vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit peu de chemin à faire, mais en remontant vers le haut pour arriver à ces étoiles-là, par exemple, et ensuite en partant vers la gauche, vous devriez arriver à pouvoir le trouver. Ça reste un objet quand même pas très facile à observer. Pour le centre géographique de la France, vous voyez qu'on est à 22 degrés de hauteur. Donc en astrophotographie, par contre, il va commencer à devenir assez intéressant. Là-dessus, bien évidemment, ça dépendra de la qualité quand même de piqué du ciel. Et plus vous êtes bas en latitude, bien évidemment, plus votre objet va être haut dans le ciel. On va continuer avec quelques autres galaxies. Alors on va quand même toujours essayer de repérer un petit peu l'aspect de ces galaxies. Et là, en fait, on a un duo de deux galaxies dont on nous dit que ce sont des galaxies spirales. Néanmoins, moi, je trouve qu'elles ressemblent quand même pas mal à des galaxies lenticulaires. Donc NGC 5903 et sa petite voisine NGC donc 5898. Pour repérer nos deux galaxies, bien évidemment, vous voyez que vous avez une étoile brillante. Mais là, bien évidemment, il est quand même un peu plus facile de travailler avec un GoTo et vous allez avoir quand même un groupe de galaxies autour, peut-être la possibilité d'avoir une photo globale peut-être assez intéressante. Notez quand même la luminosité, hein, on est dans les magnitudes quand même assez élevées, donc là c'est pas une cible extrêmement facile. Donc notez que les magnitudes, là il faut utiliser les magnitudes ici, ce sont des magnitudes qui vont correspondre à la lumière visible. On ne va pas prendre les magnitudes dans l'infrarouge, donc magnitude 11,5, là on est quand même sur des cibles difficiles. On a ensuite quelques cibles assez intéressantes parce qu'elles vont présenter un petit peu de détails. Ça va être le cas de NGC 5885, et donc vous voyez qu'on a quand même quelques petits détails assez intéressants. Et pour la trouver, ça va être un petit peu plus facile puisqu'on est sur l'étoile qui est brillante en haut de la constellation. Donc là, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à la trouver. Bien évidemment, on est sur une cible pour la photo. NGC 5792 est magnifique. Vous pouvez voir qu'il y a une forme assez étonnante et cette photo superbe trouvée sur Astrobin, donc signée du SC Observatory, là, assez récemment d'ailleurs. Voilà, elle donne vraiment des détails absolument stupéfiants. Alors celle-ci, eh bien pour la trouver, là il va falloir avoir un petit peu plus de boulot. Par contre, elle est repérée assez facilement, elle est un petit peu isolée. Donc là aussi, on travaillera peut-être avec un GoTo parce qu'il n'y a pas tellement d'étoiles brillantes à proximité. Vous voyez qu'on est sur une cible qui est quand même assez petite, mais on peut arriver à faire quelque chose quand même d'assez intéressant. J'ai envie de dire que pour ceux qui veulent faire de l'astrophoto sur la constellation de la Balance, c'est l'amas globulaire qu'on a vu tout à l'heure, et puis celle-ci qui à mon avis sont les deux cibles les plus intéressantes. Bien plus bas se trouvera NGC 5605. Là aussi, on est sur une toute petite galaxie, elle est vraiment plus petite là, à côté d'une étoile qui pourrait peut-être commencer à générer un petit halo, et donc une galaxie qui va être quand même un peu plus difficile à trouver, mais néanmoins qui présente une petite forme amusante avec quelques petits détails. Plus bas encore se trouvera NGC 5595. Donc c'est encore une autre galaxie avec une petite voisine là, qui nous montre toutes les deux des détails quand même assez amusants. Mais notez que la hauteur à 26 degrés, voilà à peu près pour la France, pour le centre de la France, va en faire une cible un petit peu plus difficile à imager, et donc sa petite voisine c'est NGC 5597. On va poursuivre avec NGC 5812. Donc là encore une galaxie, par contre celle-ci vous voyez elle n'offre pas de détails intéressants sur sa surface, donc on s'y attardera peut-être pas forcément beaucoup. Donc elle se trouve un peu plus au nord de la constellation de la Balance, là vous voyez 36 degrés de hauteur, donc là on est 10 degrés plus haut finalement, entouré de quelques autres, mais bon, je pense pas que ce soit la cible la plus intéressante. Une galaxie qui à mon avis peut être intéressante est celle-ci, NGC 5878, galaxie spirale, donc bien évidemment pas forcément très facile à imager, puisque dans le bleu elle est de magnitude 12, mais et en plus de ça la proximité d'une étoile quand même assez lumineuse qui risque de faire un halo qui va baver dessus, et peut-être même une aigrette qui pourrait aller dessus, faites attention à ça. Néanmoins c'est une galaxie qui présente donc une forme assez intéressante. Pour la repérer, bien là on est plus dans le cœur de la constellation. Moi j'aurais tendance bien sûr à vous recommander de travailler avec un GoTo. Une autre galaxie qui pourrait être intéressante, NGC 5861, magnitude voilà donc
dans le visuel magnitude 12-62 là encore. Elle nous présente des beaux détails d'une galaxie spirale et elle a quand même quelques autres voisines. Donc là, elle se trouve voilà, dans la partie un petit peu plus haute, 32 degrés de hauteur à peu près pour la France métropolitaine. C'est une cible qui peut être imagée et qui peut offrir des choses un petit peu intéressantes. Avant-dernière cible donc de notre visite de la constellation de la Balance, NGC 5729, une galaxie spirale là encore, qui nous offre une forme un petit peu vue par la tranche et avec une forme un peu irrégulière. C'est une galaxie qui a l'air quand même assez petite. Elle se trouve donc plutôt sur le côté un peu nord-ouest de la constellation et là avec aucune étoile brillante à proximité. On va terminer avec une dernière cible, HARP 261, qui est en fait un couple de deux galaxies irrégulières. Là encore on la recherche au go-to parce qu'on est quand même sur des choses extrêmement peu lumineuses. Mais pour ceux qui veulent s'intéresser à des galaxies un petit peu atypiques, un peu irrégulières, ça peut être une cible intéressante à photographier. Il n'y a pas tant que ça de galaxies irrégulières visibles depuis l'hémisphère nord. On a la galaxie de Barnard, on en a quelques autres. Les deux nuages de Magellan sont des galaxies irrégulières mais visibles depuis l'hémisphère sud. Donc je vous laisse avec cette idée, pourquoi pas, de vous amuser à photographier ces différentes cibles. Donc ce couple de galaxies est référencé dans Sky Safari Pro à la version 6. Vous tapez ARP 261 et vous tomberez dessus. Voilà, j'espère que cette première partie, donc cette visite, cette découverte de la constellation de la Balance vous aura plu. En tout cas, déjà de nous émerveiller de nouveaux objets, de nouvelles galaxies, toutes plus surprenantes les unes que les autres, et vous donner des idées d'observation et d'astrophotographie. Donc si bien évidemment vous êtes au-delà de la période concernant les éphémérides, vous n'êtes pas obligé de rester. Par contre, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, un message dans l'espace commentaire et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Si par contre les éphémérides vous intéressent, je vous invite à rester sur la chaîne. Je vous remercie de votre attention en tout cas et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Vous êtes donc restés et nous allons poursuivre avec les éphémérides du 11 au 18 juin 2021. Alors on commence bien évidemment par repérer les horaires globaux des nuits et donc de 23h30 à 4h du matin à peu près, et donc même on va dire de 23h20 à 4h20 à peu près du matin, vous allez pouvoir faire de l'observation et de la photo du ciel profond. Les phases de la Lune, nous avions une éclipse donc annulaire de soleil et que nous avons observé. Donc sur la chaîne Astro, vous avez le replay qui est disponible. Nous allons donc du coup sur le premier quartier avec une première phase donc de la semaine où nous allons pouvoir faire de l'observation du ciel profond ce week-end. On espère qu'il y aura de la météo. Bien évidemment, on va attaquer quand même assez tard et par contre faire du planétaire et du lunaire. Par contre, pour les jours qui vont suivre, la Station spatiale internationale et de journée, vous allez sur le site donc ISS Transit Finder et les applications smartphone qui vont bien pour pouvoir retrouver ce genre d'informations, éventuellement faire un transit solaire de l'ISS et dans quelques jours on aura voilà, donc globalement un petit peu ce qui peut être fait. En tout cas il y en a certains qui ont même photographié l'ISS passant devant l'éclipse. Là c'est quand même un truc assez fascinant. Thierry Legault par exemple, mais il n'a pas été le seul. Donc au niveau de nos détails lunaires, c'est à partir de lundi 14 que nous allons pouvoir avoir des détails avec Gutenberg et Cochlénius et nous allons continuer au fur et à mesure de la semaine. N'oubliez pas que vous pouvez faire des captures écran. Nous avons surtout après ça un petit peu de planétaire et d'autres choses quand même à voir. Donc concernant vous voyez le tout début de notre semaine, vous voyez que la première phase par exemple vendredi 11, le croissant est tellement fin qu'on va avoir quelques difficultés à le trouver pour ce qui est de la conjonction donc Vénus-Lune qui serait observable ce soir et demain soir. Par contre, ce qui va nous intéresser, on l'a dit, c'est à partir de lundi 14, vous avez Gutenberg et Cochlénius ici qui commenceront à être illuminés. Théophilus, Cyrillus et Katharina et peut-être un petit peu entre Sabine et Moltke pour mardi 15. Mercredi 16, nous allons avoir beaucoup plus donc entre Sabine et Moltke la zone d'apparissage d'Apollo 11 et nous avons surtout les 3 dorsats qui seront observables. Jeudi 17, nous allons avoir cette fois un peu la vallée alpine, l'Arima Iginius, peut-être le V lunaire et le X lunaire qui devrait être observable. Enfin, nous avons le premier quartier, donc vendredi 18, avec peut-être Platon, les monts Apennins, qui sont magnifiques, moi je les aime beaucoup, et le mur droit et le cratère Tycho.
Donc, la majorité de ces détails lunaires, je vous les montre parce qu'ils sont liés aux épisodes de Laurent Oumar sur la chaîne Astronomie à la lunette, c'est sa série Moon Explorer, que je vous recommande chaudement parce que ce sont vraiment des épisodes de référence. Donc, on va s'intéresser un petit peu aux différents phénomènes qui sont cités ici du point de vue du planétaire. Donc, du point de vue du planétaire, on repérera déjà la position des planètes. Vous allez avoir la conjonction inférieure de Vénus de Mercure. En fait, elle a lieu justement ce vendredi 11. Donc, conjonction inférieure, ça signifie qu'elle n'est bien évidemment pas observable. Donc de Mercure, pardon. Vénus continue son élongation progressivement, elle est en train d'aller vers son élongation, là c'est le trait violet que vous pouvez voir ici, et Mars va vers sa conjonction supérieure, donc Mars est de plus en plus petite, il n'y a plus de détails observables sur sa surface. Donc ça c'est pour les planètes le soir, les planètes le matin. Vous avez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et donc là, vous avez des possibilités au petit matin. Vous voyez qu'avec une élongation, eh bien là déjà de plus de 100 à 120 degrés à partir du Soleil, eh bien nos planètes commencent à devenir suffisamment hautes pour avoir des bons détails pendant 1-2 heures avant le lever du Soleil. Donc la possibilité de commencer à observer justement des passages de Lune devant le disque de Jupiter et nous allons en parler. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer cette magnifique photo faite, enfin cette série de photos faite par Raimondo Cederni. Vous savez que je suis très fan donc de cet astrophotographe italien avec un Célestron C14 qui arrive à imager la surface carrément de Mercure. Donc ce sont des prises de vue qui sont faites en pleine journée. C'est un expert sur le domaine. Et il a réussi à nous montrer déjà une bonne partie des phases. Et avec des logiciels comme WinJupos, il a réussi à nous reconstituer finalement la surface de la planète telle une carte, et ça c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Déjà arriver à voir des détails sur Mercure, c'est profondément hardcore, mais d'arriver à faire la totalité de la surface, considérant que finalement sa vitesse de rotation sur elle-même est excessivement lente, etc. Je vous renvoie à l'épisode justement sur l'observation de Mercure. C'est un truc absolument exceptionnel, j'avais jamais vu ça. J'aimerais, avant même d'avoir découvert ces travaux, je ne pensais pas qu'un amateur serait capable de faire ce travail-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement l'évolution de toutes les phases de cette élongation de Mercure. Là aussi, c'est hyper intéressant. Ça nous montre bien, si on les remet en perspective par rapport à la position du Soleil et donc l'élongation apparente, eh bien, ça nous montre bien que Mercure, pardon, est en train de tourner autour du Soleil. Ça, c'est faisable assez facilement avec Vénus, mais avec Mercure, c'est beaucoup plus difficile. Donc justement, au soir donné, donc ce vendredi 11, vous avez la Lune, Vénus et Mars, et vous pouvez voir que donc la conjonction, enfin le rapprochement entre la Lune et Vénus, eh bien, ne sera pas tellement observable pour l'Europe. Par contre, il le sera plus peut-être pour d'autres continents. Et par contre, Mars, donc le dimanche 13, donc avec une vue rapprochée, on a 2 degrés de distance, 4 fois le diamètre apparent de la Lune. Mais pour ceux qui n'ont jamais encore observé Mars, vous allez pouvoir la trouver à partir de la Lune. Au petit matin, c'est l'inverse. Vous avez Uranus, vous avez ensuite Neptune, Jupiter et Saturne. Et donc ce samedi matin, nous allons avoir un petit festival avec Jupiter, donc avec des transits de Io et de Ganymède. Donc vous avez Io qui est ici, Ganymède ici à 3 h du matin. 3 h 30, vous avez l'ombre de Io qui est entrée sur le disque. Et puis ensuite, au fur et à mesure, vous allez avoir Io qui va passer en transit et vous allez avoir l'ombre projetée de Ganymède sur la surface donc de Jupiter. Et on va continuer comme ça. Il y a un astronome amateur d'ailleurs qui a réussi à imager ce que je vous avais montré la semaine dernière, c'est-à-dire le phénomène de double éclipse. Je vous mets simplement le lien dans la description, il l'a publié sur YouTube. Donc j'aimerais mettre en visibilité justement ce qu'il a fait. Je vous mets le lien dans la description sur cette vidéo qu'il a réalisée. C'est exceptionnel, il l'a fait depuis la Réunion, donc il avait ses planètes au zénith, c'était quand même un petit peu plus facile que pour nous, mais il a, enfin, qui montait vraiment beaucoup plus haut que chez nous en tout cas, et là le travail qu'il a réalisé est absolument incroyable, puisqu'on voit vraiment presque l'évolution de l'ombre de Ganymède sur la surface de Io. C'est un travail absolument canon, donc on le félicite. Au niveau des comètes, je vous renvoie sur le site The Sky Live qui vous donnera les comètes du moment. Vous avez T2, C2020, T2 Palomar d'un côté et 7P donc, qui sont observables actuellement avec une nébuleuse apparente de
avec une magnitude apparente de 10,8 pour la première. Elle se situe donc dans la constellation, voilà, elle est en train d'aller sur la constellation du Bouvier. Et la deuxième, donc 7P, est de magnitude apparente 11,2. Et là se trouvera donc en dessous de Jupiter et de Saturne, si je ne me trompe pas, voilà, au petit matin. Donc là, beaucoup plus difficile, ceci dit, à observer. Par contre, la première, vous allez pouvoir prendre le temps de faire les pauses qui vont bien. Vous avez tous les tutoriels qu'il faut sur la chaîne. Concernant l'observation du soleil, je crois qu'on en a eu une bonne dose hier avec quelques coups de soleil au moment de l'éclipse. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence sur ce live. J'espère que ça vous aura bien plu malgré les petits pépins techniques. Vous avez toujours les deux zones d'activité, donc 28-29 d'un côté, 28-32 de l'autre, que nous avons bien pu voir. D'ailleurs, 28-32 est un bon repérage pour essayer d'aider à faire l'accroche pour la détection de surface au moment de l'empilement. Moi, je l'ai énormément utilisé justement pendant l'éclipse. En fait, voilà, c'est là que je verrouillais le AutoStackert. Et puis ensuite, vous avez des zones avec des protubérances. Peut-être qu'on aura de l'activité quand celui-ci sera vraiment sur le bord. Et sans transition, ou presque, j'aimerais faire un petit coucou à monsieur Antoine Dubois et ses élèves, à Bon Secours en Normandie. Donc Antoine Dubois s'occupe de ses élèves et leur montre régulièrement mes épisodes d'éphémérides. Les élèves ont la possibilité de pouvoir emprunter des instruments d'observation pour observer les détails lunaires, et je voudrais tous vous saluer. Antoine m'a raconté qu'il a montré le tutoriel sur la construction donc de cette grande chambre noire pour pouvoir observer l'éclipse en sécurité. On a coutume de dire justement, fermez les classes, ne mettez pas les élèves à l'extérieur pendant une éclipse, machin, etc. Ça avait été le discours au moment de l'éclipse de 99 en France, où on avait vraiment enfermé tous les élèves dans les classes. Et bien là, l'idée, c'était de faire un instrument par projection pour une observation sécurisée. Et donc effectivement, il a fait le dispositif lundi, un premier test. Les élèves trouvaient que l'image manquait un petit peu de contraste. En montrant avec ses mains de voir qu'on pouvait avoir plus de contraste, il a fait une boîte autour pour essayer, un coffrage autour là en carton pour essayer d'avoir une meilleure image. Et donc ils ont pu observer l'éclipse et de mettre en évidence la lune qui venait croquer le soleil avec un petit bricolage qui a coûté à peine du carton, du papier et du scotch, comme je vous l'avais indiqué, et on reconnaît les règles justement des instituteurs. Donc les élèves qui pouvaient observer comme ça en sécurité. Vous voyez qu'ils sont tous en train de regarder au sol et de ne pas regarder le soleil. Donc moi je trouve ça absolument génial. Et donc les enfants, je voudrais tous vous féliciter, vous remercier de votre intérêt pour les épisodes. J'espère que peut-être plus tard, il y en aura d'entre vous qui allez continuer quand vous serez plus grand, justement, à pratiquer l'astronomie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'aimerais justement en profiter pour dire que mes épisodes sont libres d'utilisation tant que l'utilisation est non lucrative. Donc, vous pouvez utiliser mes épisodes dans les clubs, vous pouvez utiliser mes épisodes dans les classes, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là pour être au service de la communauté des astronomes amateurs, donc profitez-en. Si vous voulez par contre reprendre des morceaux dans des épisodes sur YouTube par exemple, là il faut juste en discuter un petit peu parce que YouTube éventuellement fait une vérification de copyright par le principe du copier-coller de l'image qui est identique sur une certaine séquence. Mais je ne suis pas contre sur le principe et même je suis presque très honoré si vous jugez que mon contenu peut vous intéresser. Les nuages noctulescents sont de retour. Je vous avais proposé déjà un épisode sur la chaîne l'année dernière pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ces nuages donc de glace à 70 km d'altitude. Ce sont des nuages qui sont observables à peu près aux alentours de 23 heures donc par rapport au coucher du soleil actuellement. Et ça, voilà, il y a des soirs où on peut avoir les noctulescents, il y a des soirs où on ne les a pas. Il faut un ciel parfaitement dégagé, finalement absent de tout nuage, et paradoxalement on aperçoit ces nuages qui peuvent monter jusqu'à 45 degrés de hauteur et qui sont assez étonnants. Donc là vous voyez des images que j'avais filmées donc l'année dernière, et je peux vous montrer les photos que j'ai faites pas plus tard que donc jeudi soir. Toujours la même jaune, vous reconnaissez toujours ce même clocher. Donc là on en avait un petit groupe ici, on en avait un deuxième groupe ici, et au global voilà, ça donnait un groupe là et un groupe là.
Ils étaient assez bas, je les ai vus par hasard aux alentours de 23 heures. Ça reste pas encore beaucoup. Sachez que les nuages noctulescents, donc on peut en avoir potentiellement tous les soirs jusqu'à peu près la mi-juillet, et c'est un spectacle absolument fascinant. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, soyez par exemple abonné au groupe Facebook de la chaîne Astro, parce que si jamais je repère les noctulescents, je poste un message, alerte noctulescent, pour prévenir tout le monde, et là, sortez les observer. Il n'y a aucun danger à les observer. Avec une paire de jumelles, à les photographier avec un smartphone, avec un appareil photo numérique sur un pied fixe, et je vous encourage aussi à les filmer, parce que ces nuages noctulescents sont évolutifs, et là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, donc ça vaut vraiment le coup de faire des timelapses sur ces nuages. Voilà, nous avons terminé cet épisode d'éphéméride, j'espère qu'il vous aura plu, c'est une constellation éphéméride, j'espère qu'ils vous auront plu, et je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne Astro, normalement donc dimanche matin, pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre un petit coup sur la cloche, de laisser un message dans l'espace commentaire, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Juste un tout petit message de parenthèse pour dire que je comprends très bien que vous puissiez vouloir converser avec moi par message privé, que ce soit sur Messenger, que ce soit maintenant sur Discord. Vous avez un lien dans la description pour pouvoir aussi avoir une communication entre vous. Mon objectif, c'est de vous mettre en communication les uns avec les autres, mais comprenez que j'ai très peu de temps. Je passe, là ces derniers temps, j'ai passé 15 jours pour la préparation de l'éclipse, à bricoler les télescopes, etc., à faire tous les trucs que vous voyez là, à faire énormément de tests. Je me couche à 23 h pour me lever à 6 h du matin, une très grande fatigue, et j'ai finalement peu de disponibilité personnel pour chacun d'entre vous, je m'en excuse, j'aimerais beaucoup, mais si les journées faisaient 36 heures, ce serait peut-être un peu plus faisable, mais j'ai repris mon boulot en fait depuis 2 semaines, là ça y est, et j'essaye d'assurer voilà, la préparation du live et la sortie de 2 épisodes par semaine, donc ça devient rapidement trop pour moi, donc soyez compréhensifs si vous voulez, et ne soyez pas blessés si jamais je ne réponds pas, et si j'ai l'esprit qui est ailleurs, etc. Et si je réponds pas du tac au tac à vos messages, puis quelquefois il y a des messages, vous mettez quelque chose, mais je sais pas quoi vous répondre, et c'est pas contre vous. Voilà, je vous remercie en tout cas, et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.